est enregistré, je viens juste de le lancer. Voilà, donc il pourra être facilement visible à nouveau, en tout cas après ce temps de webinaire. Voilà, donc de 10h à 11h30, on est ensemble. À la fin donc, de cette heure et demie, on mettra à disposition les documents que vous pourrez télécharger sans aucun problème donc à la fin de ce webinaire. Je vous laisse donc avec Laurent. Et n'hésitez pas, voilà, le chat. Bonjour, je reprends donc la main. J'espère que tout le monde est en place. On va démarrer par un peu d'histoire parce que c'est nécessaire de situer cette relation entre les associations et les collectivités dans l'histoire. C'est une histoire qui date un peu de l'histoire de la loi 1900, de la loi 1901, de la loi qui a permis aux associations d'exister sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. On va parler plutôt de la période qui va de l'après-guerre à aujourd'hui. Très rapidement, il faut bien garder en tête que les associations, finalement, ont souvent été premières dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets d'actions d'intérêt général. Elles ont été à l'initiative, hein, elles ont été porteuses d'initiative, hein, et c'est leur ADN de départ, leur ADN initial. Euh, on a des collectivités qui, dans cette étape où les associations étaient porteuses d'initiative, ont soutenu en général, ont accompagné avec des mises à disposition de locaux, du subventionnement. Cette époque a trouvé ses heures de gloire plutôt entre les années 50 et la fin des années 70, parce que on avait de gros besoins et qu'il fallait initier de nouveaux services, de nouvelles actions, de nouveaux projets pour le bien commun. Alors on peut penser par exemple aux crèches parentales, on peut penser au développement des centres de loisirs, on peut penser à l'arrivée des CLAE qui ont été inventés à la fin des années 70, en 77, en partenariat avec l'État. Mais ce sont les associations et les fédérations, les grands mouvements d'éducation populaire qui ont généré tout un tas d'évolutions sociales dans notre pays. Et puis, les collectivités, petit à petit, se sont structurées et ont de leur côté, sur des questions d'éducation, de société, de culture, ont voulu aussi porter les services et mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Les collectivités, à partir des années 80, avec, on va dire, une forme aussi de décentralisation qui a donné aux collectivités plus de pouvoir d'initiative, ont structuré leurs services publics, avec une apogée, on va dire, dans le champ notamment éducatif, qui va être symboliquement l'année 98, puisque en 98, l'État crée le contrat éducatif local et la CAF le contrat temps libre, pour ceux qui s'en souviennent, les plus anciens. Il y a un certain nombre de personnes là aujourd'hui que je connais et qui représentent aussi le mouvement associatif, qui travaillent dans les services de l'État. On peut se souvenir qu'à cette époque-là, en fait, on a une décentralisation de fait, puisque l'État dit aux collectivités, c'est vous qui signez les contrats sur des politiques publiques liées à l'éducation, liées à la vie des familles, à la vie des parents. Alors, on va passer à une autre diapositive. Voilà, je manipule l'écran, c'est un peu nouveau pour moi, pour symboliser un peu l'évolution de cette relation entre les associations et les collectivités. Donc, le petit schéma que vous avez en haut met en évidence cette capacité d'initiative. Euh, le deuxième schéma à droite, les activités reprennent l'initiative, se mettent à gérer en direct un certain nombre de services et du coup commencent à construire des relations de donneurs d'ordre en direction des associations puisqu'elles se mettent à porter un certain nombre de services et elles souhaitent que les associations mettent en œuvre un certain nombre d'actions. On a un retour de balancier un peu actuel, hein, depuis les années 2000, les associations ont commencé à réidentifier que la relation qu'elles souhaitaient n'était pas forcément une relation liée à la commande publique, mais plutôt une relation fondée sur le partenariat. Et les grands mouvements d'éducation, le mouvement associatif dans son ensemble a progressivement
réidentifié que finalement, on pouvait essayer de structurer une relation plus horizontale entre les associations et les collectivités, avec comme point d'orgue la création, la signature, l'élaboration et la signature de la charte des engagements réciproques entre les collectivités, l'État et le mouvement associatif. Et puis on vit depuis aussi en parallèle, avec le schéma que vous avez avec la petite flèche qui descend sur cette relation entre associations et collectivités, une forme de mise en tension entre les associations et les collectivités, parce que on est dans une situation où l'argent public est difficile à mobiliser, et donc on a des logiques de tension sur les collectivités qui rejaillissent souvent dans la relation avec les associations. Je voulais un peu repréciser cette évolution, cette histoire, parce qu'elle nous donne quand même à réfléchir sur quelle est finalement la relation qu'on souhaite avec les collectivités. Et je vais juste relire avec vous un petit texte qui date de 2015 et qui dit: au cœur de la société civile, les associations occupent une place essentielle dans la vie collective de la nation et le fonctionnement de notre modèle de société. Elles sont fréquemment amenées à anticiper, éclairer ou à compléter l'action conduite par les pouvoirs publics, inspirant à l'État et aux collectivités territoriales de nouvelles formes d'intervention, aux avant-postes de l'innovation et de la créativité dans les territoires. Et ça, c'est la phrase d'introduction de la circulaire du Premier ministre de 2015. Ce n'est pas un mouvement associatif qui dit ça, c'est l'État. Donc on a aujourd'hui une reprise en compte, on va dire, du tissu associatif comme un tissu qui participe véritablement, qui est créatif, si peu que les associations soient dans ces postures d'initiative et de création. On va y revenir un petit peu plus loin. Et on a un État qui encourage depuis 2015 à travers les services déconcentrés, parce que ce soit plutôt le recours aux conventions qui soit mis en œuvre entre collectivités et associations. Alors, on va évoquer l'ensemble des modes contractuels, mais voilà, je voulais parcourir avec vous cette histoire parce que il ne faut pas oublier d'où on vient et peut-être où on va. Un autre élément de travail, c'est effectivement de se poser la question d'un certain nombre de mots et d'éléments de compréhension qui fondent cette relation. On a souvent beaucoup de confusion sémantique. On confond, par exemple, politique publique et commande publique. Ce n'est pas la même chose. Il est essentiel de bien intégrer qu'il y a une légitimité des collectivités territoriales à porter les politiques publiques. Comme je le disais tout à l'heure, depuis la fin des années 90, on est dans un rapport contractuel entre l'État, la CAF et les collectivités qui renforce la logique de pilotage par les collectivités d'un certain nombre de politiques publiques liées à l'enfance, liées à la famille notamment. Ces politiques publiques, elles peuvent s'exprimer sans mettre à mal le partenariat associatif. Il est logique qu'une collectivité puisse inciter ses acteurs à s'inscrire dans une démarche qui va lutter contre l'exclusion, faciliter l'accès des familles à un certain nombre de situations éducatives ou culturelles, patrimoniales. C'est logique qu'une politique sociale existe sur une collectivité. Pour autant, ces axes politiques ne constituent pas une commande publique. Ils constituent un cadre d'intérêt général. Alors ça amène aussi à cette notion d'intérêt général. L'intérêt général, il est fondamental de savoir le définir ensemble. S'il n'y a pas sur le territoire communal ou intercommunal un travail autour de l'intérêt général, si on ne sait pas de quoi on parle quand on parle d'intérêt général, c'est difficile de définir finalement si une association s'inscrit ou pas dans l'intérêt général. On a rarement des actes posés qui sont liés à finalement une décision communale que de dire telle ou telle association est d'intérêt général. Elle le fait de fait à travers le subventionnement, puisqu'aujourd'hui on ne peut subventionner que des associations porteuses de projets ou d'actions d'intérêt général. Un autre élément dans
la réflexion que je vous propose d'avoir sur les mots, sur les mots-clés, c'est finalement, qu'est-ce qu'une association? Parce que si on a des associations qui ne sont pas des associations, c'est difficile aussi de contractualiser et de trouver la bonne modalité de contractualisation avec une association. Alors une association, la loi 1901 permet que ce soit, on va dire, tout et parfois n'importe quoi. On a des associations qui, finalement, sont plutôt des associations que je qualifierais d'entrepreneuriales, avec un professionnel qui génère une activité, et c'est tout à fait respectable. Hein. On va avoir des profs de danse, de théâtre, des intervenants dans le domaine du sport, du bien-être, etc. Mais derrière, y a-t-il une vie associative? Y a-t-il un collectif? Y a-t-il de l'intérêt général à ce que ces pratiques se mettent en œuvre? Est-ce que les politiques tarifaires correspondent à l'intérêt des populations? Toutes les associations ne sont pas aujourd'hui les mêmes. Elles ne portent pas toutes la même logique associative. Donc, ce distinguo entre les associations, on a un peu de pudeur à le faire parce que c'est un peu stigmatisé, c'est un peu dire ben, telle association elle rentre dans l'intérêt général et puis celle-là finalement elle ne rentre pas dans l'intérêt général. Et je pense que c'est une vraie question, il faut avoir le courage de se la poser sur les territoires, entre associations et collectivités, pour qu'on puisse finalement s'accorder sur la nature de la relation. Quand une association vend des prestations, parce qu'elle est dans cette situation entrepreneuriale, on ne va pas effectivement être dans une relation de partenariat, mais on va être plutôt dans l'achat de prestations. Un autre élément aussi dans la compréhension des mots, c'est la notion de service public. Alors, il est essentiel aussi de s'entendre là-dessus. Si un service public se structure autour d'une politique publique ou à partir d'une politique publique, si le service public est défini, s'il est élaboré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des projets opérationnels portés par le service public, il y a des politiques tarifaires, il y a des organisations de services, il y a des horaires, il y a un certain nombre de pratiques de service public qui permettent de dire la collectivité, ben, elle est porteuse véritablement de service public. L'action publique, c'est toujours un peu compliqué le mot action publique, parce que autant politique publique et service public, c'est assez facile de distinguer. On a la politique publique qui porte les grands axes, les grandes directions, le sens. On a le service public qui met en œuvre, qui est dans une logique de mise en œuvre. L'action publique, c'est une terminologie un petit peu plus floue. Alors, ce qui peut faire action publique, pour moi, mais ça peut se discuter, c'est que on est obligé un peu de structurer le paysage sur une collectivité. On va avoir des secteurs d'activité. On va organiser le paysage de l'action publique par un certain nombre de champs d'action liés à la culture, liés à l'enfance, liés au social, etc. C'est pas parce que, là aussi, on structure un paysage qu'on crée des équipements, par exemple. Créer des équipements, on fait œuvre d'action publique. Quand une collectivité crée un gymnase ou crée une crèche ou crée un centre de loisirs, elle fait œuvre d'action publique. elle crée un bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'elle y met là-dedans un service public qu'elle définit au préalable. Voilà, on est dans un système complexe, on est dans un paysage complexe où il faut, je pense en permanence, s'expliquer sur de quoi parle-t-on. La commande publique, elle, c'est clair, c'est une collectivité qui donne un ordre. Elle dit, moi, je souhaite que soit mise en œuvre telle prestation ou telle mise en œuvre du service public que je concède ou que je délègue, et je souhaite que ce soit mis en œuvre de telle et telle manière. Alors, on va rentrer dans le détail des modes contractuels, et ça, c'est quand même plus facile aussi à bien identifier. Mais je pense qu'il faut vraiment faire ce distinguo entre les mots, parce que si on ne le fait pas, on va être dans une forme d'incompréhension dans le dialogue entre les membres de la collectivité, hein, les techniciens municipaux, les élus, et les dirigeants associatifs et les professionnels des associations. Alors, on va avoir plusieurs formes contractuelles qui découlent de cette relation. Mais
comme je le disais précédemment, ce qui est fondamental, c'est quelle est la nature de la relation, quelle est la posture, quelle est finalement, quel est le mode de vie entre une collectivité et le tissu associatif. Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en œuvre? Alors, on peut acheter des prestations à des associations. Le droit le permet. Mais finalement, est-ce que c'est le souhait de la collectivité que d'acheter une prestation à une association? Et est-ce que c'est le souhait des associations que, que de se situer en tant que vendeur de prestations? À partir du moment où une association vend et se met dans cette posture de vente d'une prestation, forcément, on va rentrer dans un cadre juridique qui est celui du marché. Mais ça suppose que les associations sont dans cette attitude-là. C'est-à-dire que la posture associative, ce n'est pas forcément de porter un projet, de porter une initiative créative, c'est plutôt la collectivité qui est à l'initiative et qui, par rapport à des besoins qu'elle pose, souhaite véritablement être dans une relation d'achat. Et on va avoir en face une association qui, elle, est capable de répondre à cette commande par la mise en œuvre d'une prestation. Donc, on est bien dans ce registre linguistique où une collectivité achète et une association vend. Et là, l'outil juridique, mais vous voyez que l'outil juridique, pour moi, ne vient qu'en fin de réflexion. C'est-à-dire finalement, quel est mon besoin au niveau de la collectivité? J'ai besoin d'acheter une prestation. Est-ce que j'ai des associations qui sont vendeuses en face? Et si ça correspond à mon besoin, ben, je vais mettre en marché, je vais utiliser le code des marchés pour acheter cette prestation. Alors en général, dans la mise en œuvre de marché public, il s'agit de répondre assez directement aux besoins de la personne publique. Hein, c'est très lié à un besoin direct. C'est-à-dire que, par exemple, la collectivité souhaite que telle association mette en œuvre une prestation de, d'écoute, par exemple, de personnes en insertion. Et on va avoir une association qui se situe prestataire dans ce champ-là et qui va rendre un service d'écoute de personnes en insertion, ou on va avoir une association qui met en œuvre telle pratique sportive de manière véritablement. Alors, excusez-moi, je suis en train d'éteindre mon téléphone parce qu'il sonne, voilà, et ça me gêne. Donc, on a des prestations qui peuvent être des prestations sportives autour d'un événement. On amène du matériel et on vend une prestation. Bon, ça existe, ça existe. La collectivité peut aussi, donc dans cette situation-là, mettre en jeu véritablement une forme de mise en concurrence pleine et totale et va faire le choix du meilleur prestataire en fonction du besoin qu'elle a préalablement défini. Bon. Voilà, ça c'est une situation qui existe parce qu'on a des associations qui vendent. Si on n'avait pas d'association en situation de vendre une prestation, ce registre-là existerait peu, en fait. C'est un phénomène nouveau. C'est-à-dire que depuis environ une dizaine d'années, on a un certain nombre d'associations qui se sont mis aussi dans la posture d'être vendeuses de prestations. Donc, effectivement, on a un marché qui s'est ouvert. Alors, la délégation de services publics, c'est encore, ou la concession, hein, on parle aujourd'hui de concession de services publics, c'est une autre posture. C'est-à-dire que dans le marché, on achète véritablement une prestation. Alors, on a parfois dans le secteur éducatif des marchés autour de services éducatifs. Ça me questionne beaucoup. C'est difficile, il me semble, d'être dans des marchés parce que finalement, euh, en face, on a des acteurs associatifs qui développent une activité qui est plutôt un service qui est rendu à des bénéficiaires, qui
ce sont des familles, ce n'est pas la collectivité qui est directement bénéficiaire. Ce sont des familles, des enfants, des habitants, des touristes, etc. On peut avoir des associations qui rendent différents types de services, mais on est dans une logique de service public. Il ne faut pas perdre de vue que quand même, on est dans un champ associatif où la dimension commerciale est extrêmement récente. Donc on a plutôt des associations qui portent des projets euh, qui peuvent devenir des logiques, s'intégrer dans des logiques de service, mais on est plutôt dans le service. Et quand une collectivité, de son côté, souhaite qu'un service soit mis en œuvre par une association, eh bien, elle n'est pas dans une logique de marché. Elle est bien dans je souhaite qu'un service soit rendu aux usagers. Ça veut dire que sa posture, c'est bien de dire j'ai tel service public qui doit être rendu aux usagers, et donc il faut que je le définisse en tant que collectivité. Il faut que je puisse indiquer au gestionnaire avec lequel je vais travailler, puisque si je le concède, si je le délègue ce service public, c'est que finalement je le définis, mais je ne veux pas l'exercer, je préfère qu'il soit exercé par un tiers, et je vais chercher un délégataire, un concessionnaire, pour mettre en œuvre le service public. Et ça suppose que la collectivité a préalablement défini le service public. Et ça suppose donc derrière véritablement de passer dans un autre registre que celui du marché, mais bien dans celui de la concession d'un service préalablement défini. Ce que on peut dire aussi là-dessus, c'est que dans cette situation-là, l'association qui va être délégataire va assumer la responsabilité pleine et entière du service public tel qu'il va être défini. Elle va exploiter ce service public. Alors, on a souvent des mises en délégation parce que le service public préexistait sous forme de service communal ou intercommunal, de régie. On avait déjà une gestion par la collectivité, puis elle pense à un moment donné qu'il lui paraît plus utile que ce soit confié à un délégataire. Le travail de définition du service public, là, pour les collectivités, est fondamental. Et l'association se situe dans un registre qui n'est pas celui de la vente d'une prestation, mais bien de se conformer à un devoir d'exploitation d'un service public tel que la collectivité l'a décidé. Donc on est là, c'est vraiment aussi un autre registre de relations tout à fait différent. Alors, on a donc un troisième mode de fonctionnement entre association et collectivité. Comme je le disais tout à l'heure, dans l'évolution de notre société, on a eu une étape entre la fin des années 80 et le début des années 2000 où les collectivités ont utilisé de manière assez frénétique la mise en concurrence, le code des marchés et les délégations de services publics pour structurer des relations avec les associations. Depuis donc la fin des années 2010, on est dans un retour un peu de balancier pour dire oui, on peut mettre en marché, oui, on peut mettre en délégation, mais oui, on peut continuer à être partenaire. Alors, là aussi, hein, c'est toujours pareil, on est dans une politique locale. Finalement, euh, quel est l'intérêt, quel est le sens qu'on donne à cette mise en partenariat pour, les associations, là, c'est un retour aux sources. C'est-à-dire que on ne peut être partenaire entre associations et collectivités que si véritablement on a des associations qui expriment un projet, qui portent un projet, qui portent une logique d'initiative du côté de l'association. Cette logique d'initiative, pour qu'elle soit véritablement reconnue et prise en compte par la collectivité, il faut qu'elle s'inscrive dans l'intérêt général. D'où la nécessité véritablement de construire, et plutôt ensemble,
finalement avec la société civile, entre la collectivité et la société civile, de construire de manière assez claire ce qui fait intérêt général. Et de quoi parle-t-on quand on parle d'intérêt général? Mais pour pouvoir parler de manière plus horizontale entre associations et collectivités, il faut qu'on ait des associations qui ne soient pas dans une attitude d'attente vis-à-vis de la collectivité, dans une attitude respectueuse des prérogatives de la collectivité, respectueuse du cadre politique que propose la collectivité, mais porteuse réellement d'un projet et d'initiative. Donc là, on va être dans une situation où l'association n'est pas une association transparente, hein, dans le sens où elle n'est pas pilotée derrière par la collectivité. Ce n'est pas une association qui se situe dans le registre de la vente ou de la recherche d'un service qu'elle exploiterait pour le compte de la collectivité. On a une autonomie associative, une initiative associative autour de l'intérêt général et une volonté de coopérer, de se concerter, de se coordonner en matière de collaboration entre associations et collectivités. Et là, la subvention va pouvoir être employée, quels que soient les montants. En fait, hein, il n'y a pas de problématique de montant, puisqu'on a des instruments juridiques qui permettent d'aller jusqu'à 15 millions d'euros. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la subvention peut être utilisée si la posture des uns et des autres correspond au registre du subventionnement. On a aujourd'hui en plus une définition de la subvention qui a été posée dans le paysage par la loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on sait qu'aujourd'hui, une collectivité peut subventionner un projet ou une action d'intérêt général. Et cette notion d'intérêt général est quand même fondamentale. Alors, on a différents niveaux de contractualisation, puisque une subvention peut être donnée sans qu'il y ait d'acte contractuel en dessous de 23 000 euros. Voilà, hein, c'est-à-dire que l'association porte son projet, dépose son projet, fait une demande de subvention, on est en dessous de 23 000 euros, il y a une délibération qui dit on soutient, on subventionne à telle hauteur parce que on considère que le projet porté est d'intérêt général et il n'y a pas de problème particulier d'un point de vue juridique ni contractuel. Au-dessus de 23 000 euros, on est obligé d'avoir un cadre juridique écrit qui va être une convention de subventionnement. Et plus on va avoir des montants élevés, plus on va se rapprocher des services qu'on appelle les services d'intérêt économique généraux qui permettent d'être eurocompatibles. Donc on a aujourd'hui des conventions de partenariat et d'objectifs qui sont eurocompatibles sur des montants très élevés. Donc on peut aller de subventions qui sont très symboliques jusqu'à des subventions qui correspondent à des montants très importants. On a les instruments juridiques qui permettent de le faire. Ce n'est pas, en fait, je veux bien insister là-dessus, ce ne sont pas les outils juridiques qui s'imposent en premier. Ce qui s'impose en premier, c'est la nature de la relation. Si on a des associations qui portent des projets, on peut les subventionner. Si on a une collectivité qui souhaite travailler de manière partenariale avec des associations, c'est possible. Si on a des associations qui vendent des prestations, on va mettre en concurrence, on va créer une logique du marché. Si on a des collectivités qui souhaitent être en relation avec des associations pour déléguer du service public, on va déléguer du service public. Donc, voilà, je crois qu'il faut revenir à ce que j'appelle moi la posture initiale, c'est finalement quelle est la nature de la relation qu'on veut construire ensemble. On se pose rarement en fait ces questions. C'est pour ça que j'insiste. Parce que ce qui vient principalement nourrir la relation entre une collectivité et une association, c'est le cadre qui est posé, le cadre juridique. On commence par le cadre juridique. Et on a des services publics et des services supports dans les collectivités qui vont essayer
de protéger finalement la relation en utilisant un cadre juridique qui paraît protecteur pour l'élu, pour la collectivité. Mais il est en fait, c'est parfois une illusion, parce qu'on va de suite mettre en place, par exemple, une mise en concurrence et un marché, et on s'aperçoit sur certains territoires que c'est toujours les mêmes associations qui contractualisent le marché. Ça veut dire que finalement, la procédure de mise en concurrence peut s'interroger sur le fait qu'elle est réellement mise en œuvre. Donc le cadre juridique peut, contrairement à ce qu'on pense quand on utilise le code des marchés, n'est peut-être pas toujours aussi protecteur qu'on le pense. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de s'interroger sur le sens qu'on donne à la relation. On a un problème pour s'interroger sur ce sens-là. C'est que du côté du code des collectivités, on a une Bible qui est le code des marchés, qui est le code des collectivités. Et du côté des associations, on a aussi une forte opinion, souvent, du fait que les associations sont aussi vertueuses. Donc on vit dans des univers de croyances entre deux acteurs qui ne sont pas forcément articulés ou bien comprises. Oui, le code des marchés est vertueux. Il est vertueux dans un jeu de mise en concurrence. Il est vertueux et on l'a moralisé, ce code des marchés, parce qu'on a eu tout un tas d'épisodes qui se sont terminés en justice autour de grands marchés liés au BTP notamment. Donc on a eu des effets de renforcement du code des marchés pour que les mises en concurrence fonctionnent véritablement. On a eu des scandales autour de certaines concessions ou délégations de services publics liées notamment à l'eau, la concession de l'eau sur un certain nombre de territoires. Mais dans notre univers associatif, le code des marchés ne s'appliquait pas. De manière historique, on n'a jamais été mis en concurrence dans le secteur associatif. La concurrence est mise en œuvre parce que des associations se sont situées comme des prestataires et se sont mis à vendre des prestations, où on souhaitait répondre à des logiques de délégation de services publics. À partir de là, notre monde associatif a été mis progressivement dans des jeux de mise en concurrence. Et effectivement, quand on est en concurrence, quand on est dans ce cadre du commerce, euh, on doit être soumis à des règles. Et ces règles, effectivement, pour les collectivités, elles sont vertueuses. Et je crois qu'il faut qu'on l'entende du côté des associations. Et de l'autre côté, on a des associations qui ne se situent pas du tout dans ces logiques de marché ou de vente ou de délégation de services, parce qu'elles sont porteuses avec beaucoup d'énergie et de capacité à être créative. Elle se situe dans le cadre de la proposition, dans l'univers qui est le leur, communal ou intercommunal, d'un projet, d'un certain nombre d'actions qui peuvent être d'intérêt général. Et là, on a des associations qui ne comprennent pas pourquoi on les mettrait en concurrence avec le reste du monde. Donc je crois qu'il faut s'expliquer entre associations et collectivités pour comprendre finalement quelle est la culture de l'un, quelle est la culture de l'autre, et essayer de voir jusqu'où il est logique d'utiliser tel outil contractuel ou pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant les uns vis-à-vis des autres. Il me semble qu'on est dans un univers où on ne peut pas, si on contractualise, que ce soit donc dans une logique partenariale ou pas, mais peut-être encore plus quand on est dans une logique partenariale et quand on va être subventionné, on ne peut pas ne pas avoir ensemble des exigences pour que le projet soit mis en œuvre tel qu'il avait été pensé, qu'il puisse être évalué, qu'il puisse être suivi, qu'on puisse rendre des comptes, puisque le subventionnement correspond à de l'argent public, mais surtout correspond à un devoir
d'être moteur au service de l'intérêt général, pas au service de la collectivité, pas au service d'une commande publique, mais bien au service de l'intérêt général. Donc ensemble, on doit être exigeant pour que l'intérêt général, la réponse à un besoin d'intérêt général par le projet associatif, puisse être véritablement suivi, évalué, partagé avec la collectivité. Alors, moi, il me semble qu'on est dans une étape où euh, on pourrait peut-être clarifier tout ça, parce que on a vécu ces différentes évolutions dans l'histoire des associations. Il est peut-être temps, et c'est peut-être un sujet d'actualité, de réinterroger sur les territoires finalement la place des associations, qui sont aussi des espaces d'expression de la citoyenneté, de l'engagement, de la participation, du dialogue avec l'habitant. Et en ce moment, on a besoin de dialogue avec les habitants. Donc, je pense que du côté des services de l'État, je crois qu'on a quelqu'un des services de l'État qui est en même temps en ligne, euh, du côté des collectivités, finalement, euh, utiliser les instruments qui nous ont été donnés sur les dernières années, notamment la charte des engagements réciproques, pour revaloriser ce lien associatif, c'est quand même, je, je pense, vraiment d'actualité. La charte des engagements réciproques, elle a été signée entre l'État, les associations de maires, les associations de conseillers départementaux, les régions et le mouvement associatif pour dire en substance, très rapidement, que les associations sont fondamentales dans notre société et le rapport entre les collectivités et les associations participe à une vie qui est une vie meilleure entre tous. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse ne pas oublier que cet outil existe et moi, je suis assez étonné que cet outil ne soit pas signé à l'échelon des communautés de communes ou à l'échelon des communes. Pourquoi les communes ne s'engagent pas sur cette charte des engagements réciproques? Pour dire nous reconnaissons le fait associatif, nous voulons travailler avec les associations. Pourquoi les communautés de communes ne le font pas? Qu'est-ce qui manque pour que on se parle à nouveau de ce qui fait vie locale entre associations et collectivités? Je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Je pense qu'on peut le faire. Et ça permettrait de remettre au cœur de la cité, finalement, ces formes d'engagement qui sont particulièrement nécessaires. Alors, on a tous les outils aujourd'hui. Cette charte des engagements réciproques, j'insiste beaucoup, mais on a la lettre au préfet, j'en ai lu un extrait tout à l'heure, qui recommande aux services de l'État, et donc au service aussi du contrôle juridique de l'État, de valoriser plutôt les liens contractuels, partenariaux entre associations et collectivités. On a des outils juridiques, des conventions type, et puis on a des personnes sur les collectivités et dans les associations qui peuvent piloter cette animation du partenariat. Et là, par contre, je pense qu'on est en situation où l'on doit se questionner, finalement, sur les territoires, qui anime la relation avec les associations, qui anime le dialogue entre les associations et les collectivités. Souvent, pas grand monde. Euh, c'est pas pensé comme une fonction sur les territoires, cette animation du partenariat. Je pense qu'il y a des postes de coordination dans les politiques publiques. Il y a des mouvements d'éducation qui peuvent jouer un rôle important. On a des services de l'État, notamment autour de la délégation, des délégations à la vie associative, qui peuvent jouer un rôle pour que cette animation du partenariat entre associations et collectivités et le pilotage qui va avec puissent se structurer sur les territoires. C'est peut-être un enjeu très actuel sur lequel il faut qu'on s'interroge ensemble. Voilà, moi j'arrive tout doucement à la fin de cette intervention liminaire. Euh, voilà, je préférerais que maintenant on passe à des questions. Vous envoyez un questionnaire, c'est peut-être bien que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil, qui permet de vous situer
dans cette relation association-collectivité. C'est pas fondamental d'être dans une relation qui est parfaite, hein, mais de s'interroger en tout cas sur quelle est la nature de la relation qu'on a aujourd'hui sur votre territoire entre association et collectivité, et puis de se poser cette question de où va le partenariat. Voilà, je vais vous laisser réagir par l'intermédiaire de Cathy. Je coupe mon micro quelques instants pour vous laisser le temps de regarder. Oui, merci Laurent. Donc j'ai mis, vous avez normalement une petite fenêtre qui s'est ouverte intitulée Fichier 3 où vous pouvez directement télécharger donc ce document pour voilà, vous permettre là aussi de vous questionner sur cette relation association-collectivité. Donc normalement, vous pouvez transférer ce fichier et voilà, le visionner en parallèle. Alors Laurent, deux questions déjà qui sont posées. Alors une première, entre un appel à projet très cadré et une commande publique, y a-t-il vraiment une différence? Alors, c'est une bonne question. Euh, Comme vous l'avez vu dans mon intervention, j'ai beaucoup insisté sur le registre linguistique, sur les mots. Donc plus on va avoir un appel à projet qui utilise le registre de la commande, plus on peut s'interroger sur la possibilité pour l'association de porter de l'initiative. Donc il peut être cadré, hein, l'appel à projet. Il peut être cadré parce qu'il peut rappeler les axes d'une politique, il peut rappeler les conditions de l'action publique sur le territoire, ce qui est mis à disposition, les, les, les contextes de travail, de collaboration, l'existant déjà hein, de ce qui se pratique sur le territoire, qui peut être exercé par le service public, et donc les complémentarités qu'il faudra trouver. Un appel à projet peut indiquer finalement comment on va coopérer, collaborer. Il peut indiquer dans quel cadre aussi relationnel on va se situer avec des institutions partenaires comme la CAF ou l'État, etc. Donc, un appel à projet peut être assez complet, mais il faut qu'il laisse la place à l'expression du projet proposé par l'association. Si le projet est prédéfini dans l'appel à projet, dans des formes très opérationnelles, on passe dans le registre de la commande. Si on a une commande publique qui s'exprime, bah, il vaut mieux aller au bout de la logique de la commande publique, c'est-à-dire passer dans la définition du service attendu, dans ses dimensions très opérationnelles, et on va être dans une logique de concession de service public. Et pour qu'il y ait concession de service public, il faut que la collectivité ait quand même délibéré de son côté, qu'elle ait dit, voilà, ce secteur d'activité, ces formes d'action constituent un service public. Je le dis, je l'exprime, je délibère dessus, ou je l'ai exercé, donc de fait, il est déjà défini, et je le délègue. Quand la collectivité n'a pas généré de service public, quand elle n'a pas défini de service public, effectivement, l'appel à projet est une forme qui peut exister. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut faire attention à ce que cette forme d'appel à projet ne soit pas effectivement dans le registre linguistique de la commande publique. Alors, avant de reprendre la deuxième question, n'hésitez surtout pas, évidemment, à réagir par le biais donc du chat qui fonctionne en fait, donc tout va bien. Donc, n'hésitez pas à alimenter, à faire des remarques, des questions au fur et à mesure. Donc, pour la première question qu'on vient de traiter, voilà, Monsieur Francois, si ça répond, n'hésitez pas à, voilà, à réagir s'il y a le moindre questionnement complémentaire. Alors Laurent, la deuxième question, donc une association actuellement prestataire ou délégataire peut-elle proposer un projet à la même collectivité et entrer dans une relation partenariale conventionnée avec celle-ci?
Alors, c'est une question actuelle. C'est une question actuelle parce que euh, on a ces questions qui aujourd'hui arrivent. C'est un peu le retour de balancier dont on parlait tout à l'heure. On l'a fait, c'est possible. Alors, c'est possible, mais ça suppose de faire la preuve que le registre contractuel précédent n'a plus lieu d'être. Et là, ça devient compliqué parce que à partir du moment où une collectivité a ouvert le registre de la mise en concurrence, faire la preuve qu'il n'est plus utile, ce registre de la mise en concurrence, c'est pas évident. Alors, on a, on a des fenêtres qui sont possibles par rapport à ça. Dans le champ de l'enfance, de la famille, de l'animation de la vie locale, par exemple, on a une fenêtre fondamentale qu'il ne va pas falloir tarder d'utiliser. Ce sont les fenêtres liées aux fusions de communautés de communes, puisque les fusions de communautés de communes ont hérité de contrats précédents qu'elles n'avaient pas signés, elles. Donc, elles peuvent dire, nous, ces contrats qui préexistaient, dont on a hérité, qui sont aujourd'hui opérants parce que, en droit républicain, quand il y a fusion de communautés de communes, la nouvelle entité doit assurer la continuité des contrats en cours. Donc elle les a repris. Et on est à l'année 1, on va dire, de la reprise de ces contrats tels qu'ils étaient. Et là, la communauté de communes, la collectivité communautaire, a la possibilité de mettre en débat, finalement, quelle est sa doctrine dans la relation aux associations, puisque la communauté de communes nouvelle fusionnée, nouveau territoire, par essence, il est nouveau, il n'avait pas forcément de doctrine. Donc, il peut avoir une doctrine et il va falloir poser des actes juridiques qui permettent de dire il y a une nouvelle doctrine. Et ces actes juridiques, par exemple, c'est de délibérer. Il faut peut-être qu'il y ait du débat communautaire pour qu'il y ait des délibérations qui disent sur ce nouveau territoire, nous allons privilégier la relation partenariale et nous signons la charte des engagements réciproques, symboliquement, par exemple. Il va falloir dire nos projets évoluent et donc la façon dont étaient contractualisées les actions précédentes, ben, elles sont caduques parce que nos projets évoluent. Et on va délibérer pour dire nos projets prennent des dimensions différentes, plus mobilisatrices de la participation de l'habitant, de l'usager, plus fondées sur finalement aussi l'initiative associative, etc. Il va falloir apporter la preuve du bien fondé que les choses changent parce qu'on avait un précédent. Euh, Ça peut être une forme de mise en route d'un changement de relation contractuelle. Il y a aussi une autre fenêtre, toujours dans le secteur de l'enfance, de la famille, de l'action sociale, ce sont les conventions territoriales globales, puisque la CAF est en train de développer de nouveaux modes contractuels. Et c'est aussi une occasion de dire, dans le cadre de la signature de ces nouvelles conventions territoriales globales, eh bien, nous souhaitons re-questionner le lien au monde associatif, parce que le monde associatif fait partie de l'initiative en matière de vie sociale sur un territoire. Donc, on a envie de réinterroger le lien avec les associations. Donc, on a des occasions un peu historiques qu'il ne faut peut-être pas rater, déjà. Premier élément de réponse. De manière plus générale, pour des associations qui sont dans le champ patrimonial ou le champ sportif, ou dans d'autres contextes, à partir du moment où on a créé de la mise en concurrence, où des associations se sont positionnées avec une posture de vendeur ou une posture de délégataire, ça va être compliqué d'expliquer que tout d'un coup on a changé. Donc voilà, ça sera peut-être possible sur des territoires qui véritablement remettent en chantier le lien avec la nature de la relation et le lien avec les associations. Donc, en effet, à ce moment-là, ce sera l'occasion de se re-questionner et de reprendre finalement le sens même de la relation au territoire et de ce qu'on veut mettre sur son territoire. Alors, peu de réactions pour l'instant. Est-ce que voilà, vous êtes en accord avec ces éléments? Est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre? C'est intéressant aussi
d'avoir votre retour, vous, sur le terrain, pour qu'on puisse ajuster et puis répondre de manière plus précise à des problématiques de terrain. Donc je vois que plusieurs participants sont en train d'écrire, puisque c'est vrai que voilà, il y a des occasions de se re-questionner et de finalement reprendre un peu un projet de territoire. Alors, une première remarque, il est fondamental de mettre en délibération cette réflexion dans la nature du mode de contractualisation entre la collectivité et les associations. Il faut un positionnement clair aussi des partenaires. Je pense que là, oui, la remarque va donc au-delà évidemment de la relation association collectivité. Alors je lis les questions puisque Laurent ne les voit pas pour être plus en capacité de répondre et de ne pas être figé sur le bloc conversation. Donc voilà, ça c'était une remarque donc d'Olivier sur justement le positionnement finalement clair de tous les partenaires. Une remarque, quels sont les arguments qui parlent le plus aux élus d'après ton expérience, Laurent, justement sur le terrain? Alors, je vais essayer d'intégrer la remarque d'Olivier aussi dans ma réponse. Je pense que le contexte aujourd'hui de notre société est extrêmement favorable à la mise en débat de ces questions-là. Extrêmement favorable. Extrêmement favorable parce que on voit bien que aujourd'hui, l'habitant consommateur n'est pas que ça. Il est aussi un habitant citoyen, un habitant qui souhaite participer au débat, à la discussion, à la vie locale, à l'engagement, à l'initiative. Donc, que les politiques soient à nouveau saisis de la manière de faire fonctionner une démocratie participative sur les territoires, c'est quand même un vrai sujet d'actualité. Et les associations sont des lieux de démocratie. Faut-il qu'elles fonctionnent aussi de manière démocratique? Faut-il qu'on ait une vie associative réelle? C'est-à-dire qu'avec des conseils d'administration où il y a débat, où il y a discussion, qui sont ouverts aux usagers, aux habitants. Faut-il qu'on ait des associations qui mobilisent véritablement du bénévolat, de l'engagement sur les pratiques? Et il y en a beaucoup. On a encore des associations avec du bénévolat. On a encore des associations qui débattent et qui sont porteuses de sens. Et les collectivités ont besoin d'associations. Parce que, non seulement pour mettre en œuvre de la pratique sur des territoires, mais elles ont aussi besoin des associations comme espace d'expression de la vie démocratique de la cité. Et ça permet d'avoir des espaces collectifs. Sinon, on est dans un rapport qui est un rapport essentiellement frontal avec la personne, avec l'individu, qui va exprimer à titre très personnel et nombriliste des revendications qui sont uniquement les siennes. Les associations, ce sont des espaces collectifs qui permettent du coopératif, du collaboratif, du débat, avec une gestion collective du débat et des enjeux. Ce sont des outils dans la vie locale qui sont fondamentaux pour faciliter le dialogue. Faut-il que les associations aussi veuillent jouer ce rôle-là? Mais il y en a. Donc, je pense qu'on a un argument aujourd'hui pour répondre à Cathy sur l'argument politique. Le débat dans la société, la participation dans la société, l'engagement civique dans la société, ce sont des sujets extrêmement actuels. Donc, on a des arguments pour faire valoir que les associations peuvent et doivent être facilitatrices pour que ces grandes questions, ces grands enjeux vivent. Mais comme le disait Olivier, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que les élus, les techniciens des collectivités, les techniciens de l'État, les techniciens de la CAF, les techniciens des services déconcentrés, euh, les partenaires, quels qu'ils soient, se mettent à dire il est important de reconstruire un rapport entre les habitants, les collectivités, les territoires et les associations, qui soit un rapport qui permette de vivre le mieux possible ensemble. C'est un enjeu de société fondamental.
Donc je crois qu'il est temps de se remettre autour de la table et au travail là-dessus. Les mouvements d'éducation populaire ont un rôle fondamental à jouer. On a un certain nombre d'associations là qui participent à ce webinaire. Je pense que on n'a jamais eu autant besoin des mouvements d'éducation populaire, mais il va falloir se retrousser les manches pour sortir d'un registre qui est celui de la gestion, qui est celui uniquement de la mise en œuvre, pour passer au registre du débat, du sens, du questionnement créatif entre associations, collectivités et habitants. Alors, plusieurs remarques et questions. Une première remarque, le recours à la commande publique des collectivités s'est souvent construit par une volonté de sécurisation de la part des juristes des collectivités. Euh, une question sur la formation des DGS aborde-t-elle le sujet? Cela a été prévu après la circulaire Valls avec le CNFPT. Euh, Là, j'avoue que je vais peut-être enfin, nous, on n'a pas d'éléments précis. Peut-être que Laurent a des retours sur le terrain à voir. Euh, une question. Donc, au sein de ma collectivité, nous fonctionnons principalement avec des conventions d'objectifs pour favoriser principalement les associations locales. Existe-t-il une obligation ou non de mise en concurrence à travers un marché si le montant dépasse le seuil obligatoire des 25 000 euros? Alors, il y a plusieurs questions. Très rapidement, hein, la mise en concurrence et les 25 000 euros et les seuils financiers, il n'y a aucune relation juridique. Aucune relation juridique. C'est un mythe, ça. Hein, c'est un fantasme. Ça, il faut vraiment le casser complètement. C'est-à-dire qu'on a des éléments de droit qui vont jusqu'au droit européen qui permettent jusqu'à 15 000, d'aller jusqu'à 15 millions d'euros de subventions. Donc, c'est pas un problème, hein, les montants, c'est pas un problème. Donc, il faut arrêter de dire, de faire circuler des informations de ce type-là. Ce sont des informations fausses, erronées. Donc, on a un droit qui permet, contractuel, de subventionner sur des montants très élevés. Par contre, ce ne sont pas les mêmes. euh, les conventions n'ont pas tout à fait la même nature. Bon. Donc, on a des outils adaptés. Vous les avez dans le kit où on pourra les rajouter dans les documents annexes avec Cathy. Mais elles existent, on peut les trouver facilement. Ce sont les conventions pluriannuelles eurocompatibles qui permettent de poser des montants très élevés. Puis on a des conventions pluriannuelles qui peuvent aller jusqu'à 500 000 euros de type classique, etc. Donc le seuil des 23 000 euros, c'est pas le problème. Hein. Bon, donc déjà, cassons ça, ce mythe-là. Après, on est victime d'un fonctionnement au niveau des collectivités qui est, je parle victime du côté des associations qui souhaitent porter des projets et être dans un registre partenarial, du fait que dans les services supports des collectivités, on a un service des marchés. Il existe. Et donc, il est prégnant dans la culture des collectivités. Et comme je le disais, il faut les comprendre. Hein, on a une culture des DGS et des services marchés qui est fondée sur le code des marchés, sur la mise en concurrence, et qui, pour les collectivités, c'est quelque chose de vertueux et de normal. Donc, euh, on ne peut pas avancer avec les collectivités si, dans les collectivités, on ne se met pas à penser autrement. Par exemple, dans les collectivités, on n'a pas un service des associations, rarement. Ou si on a un service des associations, ou du lien avec les associations, ou de la vie associative, c'est essentiellement pour distribuer les salles euh, municipales ou communautaires et l'accès aux espaces publics. On est dans un registre qui est quand même très minimaliste dans les collectivités, dans le lien avec les associations. Parce que les collectivités elles sont un peu effrayées par cette relation. Elles se demandent, oula, si je me mets à travailler avec les associations, est-ce que je privilégie pas l'un pour l'autre? Comment je fais pour distinguer telle association par rapport à telle... C'est compliqué. Mais si on n'accepte pas cette complexité, si on n'a pas le courage d'aller au contact des associations pour reconstruire un dialogue structurant autour de l'intérêt général, on n'y arrivera pas. Ça sera toujours très ambigu et très compliqué.
Donc les DGS, pour répondre à la question sur les DGS, ils sont formés principalement au code des marchés. C'est-à-dire que ce qu'est une association et ce qu'est l'historique d'une vie associative sur un territoire, c'est pas forcément leur formation première. Et c'est pas forcément une préoccupation première dans les collectivités. Donc là, on a des choses, je crois, vraiment à faire progresser. Et c'est peut-être aussi l'intérêt de ce type de- d'intervention, mais on a très peu de DGS qui se sont inscrits. Alors, d'autres questions ou remarques. Les contraintes économiques que les associations subissent ne sont-elles pas un vrai problème pour une relation équilibrée avec les collectivités locales? Bon, dans l'historique que je vous ai présenté au départ, effectivement, la tension vécue par les collectivités est réelle. On a moins d'argent public. L'argent public est plus rare, pour le dire autrement. Et on a vécu une dizaine d'années, là, depuis une dizaine d'années, donc des baisses drastiques, notamment au niveau des services de l'État, et puis des baisses de dotation au niveau des collectivités. Donc on a une angoisse au niveau des collectivités autour des enjeux économiques. Pour autant, il reste un peu d'argent hein, quand même. Hein. Donc il y a toujours des budgets communaux, intercommunaux. Euh, on a une culture économique en France hein, qui est encore celle de l'après-guerre. C'est-à-dire que ce sont les investissements qui sont souvent premiers dans les priorités politiques. Les investissements, c'est-à-dire les bâtiments, la voirie, l'éclairage, l'eau, etc. Tout ça, c'est de l'investissement. En droit public, c'est la section de fonctionnement qui vient équilibrer la section d'investissement. On est dans cette histoire encore. Donc, subventionner, c'est puiser dans la section de fonctionnement. Euh, alors, on est à la veille d'un nouveau mandat territorial, communal. Il me semble que c'est l'occasion de poser la question ensemble des priorités. Qu'est-ce qui fait priorité sur un territoire? S'il y a moins d'argent, il va falloir faire des choix, faire ensemble débat pour que les priorités essentielles soient prises en compte. Il y a des obligations légales aussi. Le Code des collectivités pose des compétences obligatoires pour les communes ou les communautés de communes, et puis des compétences plus facultatives ou optionnelles. Donc l'école, par exemple, sur les territoires, c'est pas une compétence optionnelle ou facultative, c'est une compétence obligatoire. Et tout ce qui va autour de l'école, il est fondamental que ça puisse continuer à fonctionner et à vivre. Et c'est prioritaire sur des compétences qui sont moins fondamentales. Bon, donc, euh, moi, je ne vois pas d'autre réponse aujourd'hui que de participer au débat sur les choix, sur les orientations, pour qu'on ait des mandats qui ne soient pas des mandats uniquement gestionnaires au sens d'une diminution progressive des moyens un peu partout, mais peut-être un mandat où on dise là, attention, on sanctuarise, il est important de continuer à soutenir, aider, accompagner, et puis des secteurs où il va falloir peut-être faire attention à la dépense publique, la compresser un peu, etc. Et on a un rôle à jouer, je crois, tous en tant qu'acteurs, citoyens, et puis acteurs institutionnels aussi, hein, pour mettre en discussion et en débat l'intérêt général. Il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, mais de la politique de la cité. Alors, juste une précision, on n'a pas de DGS, mais au moins une DGA, donc quand même, qui s'intéresse à cette problématique. Alors, une nouvelle question concernant la compétence tourisme, et notamment la création des offices de tourisme dévolus aux EPCI. Quelle est la meilleure approche? Doit-on considérer qu'il y a délégation d'un service public ou une relation partenariale, en sachant que le financement de l'association sera essentiellement subventionné par la collectivité? Alors là, on est sur des espaces un peu limites.
parce que la compétence tourisme est une compétence maintenant intégrée pleinement dans les communautés de communes, à l'échelon des communautés de communes. C'est une prérogative réelle. On a des communautés de communes qui expriment des projets en matière touristique qui sont souvent élaborés, très élaborés. Quand on a une association sur un territoire qui porte de l'action touristique, alors ça peut toujours être une association, hein, mais elle risque d'être rapidement, si elle met en œuvre des biens, euh, elle élabore des biens à destination des touristes directement. Hein. On va être très vite dans le registre de la prestation parce que on est dans un environnement concurrentiel dans le tourisme. Quand on, quand on vend des sorties, quand on vend des entrées dans un patrimoine, quand on vend de l'accompagnement de touristes, quand on vend des nuitées, on est dans un registre concurrentiel. Donc là, ça va être difficile d'éviter les mises en concurrence. Mais ça peut être une association, elle sera fiscalisée vraisemblablement. Si son activité est essentiellement dans l'acte de commerce, elle sera fiscalisée. Une association peut vendre, mais elle est fiscalisée. Ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est partager les bénéfices entre ses membres. C'est la différence avec une société. Est-ce que l'instrument associatif est le plus adapté dans ce cas-là? Peut-être pas. Peut-être autant aller jusqu'au bout et d'utiliser les outils juridiques d'un acte de commerce. Euh, quand il s'agit d'offices de tourisme, et qui sont des instruments qui ne sont pas toujours dans l'acte de vente, mais parfois aussi dans l'acte de vente, et qu'on a des offices de tourisme qui sont sous forme associative, euh, on va difficilement éviter, à mon sens, hein, si la collectivité a défini de manière précise son projet touristique, la délégation de service public. Mais on est plutôt dans la délégation de service public, parce que la collectivité exprime un projet détaillé et complet en matière de développement du tourisme sur son territoire. Donc on peut avoir une association qui est délégataire et qui permet d'avoir là un espace aussi de démocratie où un certain nombre d'acteurs sont présents pour participer à la structuration de l'offre touristique sur le territoire. Les associations uniquement subventionnées de ce type-là, il faudra regarder de près qu'il n'y ait pas de risque juridique à ce qu'elle soit requalifiée. Alors n'hésitez pas hein, toujours au fil de l'eau de faire des remarques et de poser des questions. Il nous reste encore 20 minutes ensemble, donc voilà, autant optimiser ce temps collectif. Alors une nouvelle question. Donc là, il s'agit d'une question d'Olivier, donc avec le contexte de la fusion du territoire. Donc le contexte sociétal exprime très clairement de revenir à l'organisation de réflexion citoyenne. La fusion territoriale nous a plongé dans des périmètres très larges avec des modes de gestion très diversifiés. Le risque est de vouloir uniformiser le mode de gestion. Comment trouver une organisation relationnelle avec la collectivité sans niveler et en favorisant l'initiative associative? Alors, je pense que là, on est aussi prisonnier des mots et du registre linguistique. Sur les collectivités communautaires qui ont fusionné, un mot revient en permanence, c'est l'uniformisation sur l'ensemble du territoire. Euh, Parce que derrière, il y a un autre concept qui est l'égalité d'accès aux services. Je pense qu'il faut qu'on ait vraiment un travail d'éclaircissement pour que on puisse se dire, dans le cadre d'une politique publique, il est logique que les habitants aient un égal accès à de l'action éducative, à de l'action sociale, à de l'action culturelle, etc. Ça, c'est légitime. Il est logique que
on puisse véritablement ne pas créer d'inégalité territoriale. Et c'est pas parce qu'on veut de l'accessibilité pour tous et partout que tout doit être uniforme en termes contractuels. Ça n'a rien à voir. L'uniformisation n'est pas une obligation dans le registre de la relation aux associations. Voilà. Euh, si la collectivité souhaite avoir sur son territoire plusieurs registres relationnels avec des associations, le droit ne l'empêche pas. Nulle part. C'est écrit nulle part. Une collectivité peut avoir sur son territoire, parce qu'elle a des acteurs en face qui sont différents, quand elle a une association qui vient lui vendre des prestations, elle est bien obligée de la mettre en concurrence dans un marché. Quand elle a une association ou une fédération qui se situe comme délégataire, elle est bien obligée de déléguer. Quand elle a une association qui est porteuse de projet, elle peut la subventionner. Et on peut avoir les différents modes contractuels sur un même territoire. La question derrière, c'est est-ce souhaitable? Est-ce que c'est finalement la philosophie du territoire? Donc le débat n'est pas sur l'uniformisation, me semble-t-il, mais sur l'accessibilité. Le débat n'est pas sur les outils juridiques, mais bien la nature de la relation qu'on veut avec le monde associatif. Donc ces débats, oui, il va bien falloir les mettre en route sur les territoires. Ils ne sont pas secondaires, hein, ils sont forcément essentiels, et il va falloir prendre un peu de temps pour qu'ils existent sur les territoires. Sinon, on va passer à côté de quelque chose. Donc là, moi, je crois qu'il y a une interpellation politique qui doit être réalisée par le mouvement associatif, par les services de l'État chargés de la vie associative en particulier, et il va falloir que on s'interroge ensemble véritablement. Donc là, on voit bien qu'en effet, on revient finalement au sens premier, enfin finalement de ce qu'on veut faire sur le territoire. Et c'est vrai qu'avec le contexte actuel des territoires, voilà, les associations sont facilement bousculées. Donc on entend bien qu'il y a des possibilités d'avoir finalement une approche différenciée dans un même territoire, et notamment dans le cadre des fusions, en tout cas dans un premier temps, qui permet de continuer une action. Mais on voit bien qu'il faut se re-questionner sur l'objectif, hein, le vivre ensemble en fait d'un territoire, et remettre du sens enfin, dans les échanges qui se sont déroulés. C'est vrai que on revient systématiquement à une approche souvent commande publique de la collectivité et qui finalement passe l'étape de réfléchir à que veut-on sur notre territoire. Finalement, a priori, de ce que j'en comprends moi en extérieur, aussi bien les associations que les collectivités peuvent relancer un débat collectif pour reposer finalement les choses clairement. Euh, Plusieurs fois, donc tu as parlé de la charte d'engagement réciproque. Alors, je ne sais pas sur les territoires qui sont présents, si c'est un outil qui est utilisé, qui est largement voilà, utilisé dans l'échange sur vos territoires. Donc, peut-être c'est intéressant d'avoir votre retour. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques. Je vois qu'il y a plusieurs personnes en train d'écrire. Voilà, peut-être cet outil de charte d'engagement peut être un outil intéressant. Oui, je ne vais pas y revenir, j'en ai fait suffisamment la publicité. C'est un outil assez unique dans notre histoire nationale. Donc, bon, voilà, je suis très étonné qu'on ne l'utilise pas autant qu'elle devrait être utilisée. Après, je crois que sur la dernière diapositive qui vous est présentée, elle s'appelle Animer une relation partenariale. Parce que le parti pris, qui est le mien, vous l'avez compris, c'est plutôt de valoriser le partenariat dans la relation association-collectivité que de faire la promotion de la mise en concurrence. Mais elle peut exister, hein, voilà, hein, on l'a dit, ça existe, les collectivités ont le choix. Euh, pour autant, ce qu'on peut peut-être aussi se dire entre nous, c'est qu'il y a un manque de savoir-faire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, animer une relation partenariale, et c'est pour ça que je vous ai envoyé le questionnaire, je vous ai fait envoyer le questionnaire par l'intermédiaire de Cathy, c'est du travail, c'est une pratique, c'est une fonction. Donc, qui anime le partenariat sur les territoires? Comment il est animé? Comment on structure ce travail-là? Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce qu'on a les démarches pour structurer la collaboration entre associations et collectivités? Je pense que là, on a une vraie remise en question, il faut qu'on s'outille. Parce que s'il n'y a personne qui anime le partenariat, si on ne met pas, on n'a personne qui anime la mise en débat entre les associations et les collectivités sur le sens de nos relations entre associations et collectivités, euh, ça va être compliqué, on ne va pas y arriver, hein. Donc, je crois qu'on a un problème de savoir-faire. Donc, il faut peut-être repérer, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont des savoir-faire sur les territoires, il faut repérer les personnes qui sont en capacité de mobiliser ces questions-là et de construire une méthodologie, de construire une démarche de mise en discussion, de mise en débat. Et je crois qu'il faut qu'on s'interroge fortement sur la pratique de cette relation. Autre élément technique, dans la relation contractuelle, aujourd'hui, on a essentiellement des juristes qui sont des spécialistes du code des marchés. Donc, quand un DGS interroge un juriste, il interroge un juriste spécialisé du code des marchés. Il n'interroge pas de juriste spécialisé dans le domaine de la vie associative. Alors, on a en France Juris Association et Brigitte Clavagnier, qui est une avocate donc, que certains connaissent, je pense la plupart. Enfin, en gros, cette organisation associative et Brigitte Clavagnier ont fait un gros travail autour de l'outillage juridique. Donc, on a de l'outillage juridique. En région, on s'est appliqué à travailler avec des avocats, en particulier des avocates. Voilà. Donc on a en région, sur la région Midi-Pyrénées, des personnes, des spécialistes du droit, qui sont capables de prendre en compte le fait associatif. Donc on est dans les... On va devoir aussi s'outiller pour avoir des juristes capables de discuter avec des DGS. Donc si on n'a pas ces outils-là, si on n'a pas cette pratique de l'animation du partenariat, et si on n'a pas les outils juridiques derrière pour contrer un discours, euh, un discours déjà bien établi autour de la commande publique et de la mise en concurrence, et pour dire il y a des alternatives possibles, on peut faire autrement, parfois elles se justifient, parfois elles ne se justifient pas. Si on n'a pas les outils, ça va être difficile de faire avancer le travail sur le terrain. Une nouvelle question. Une association dont le siège est hors du territoire d'une collectivité peut-elle proposer un projet à celle-ci, y compris si cela concerne un champ qui fait l'objet d'une délégation, voire d'une gestion directe, par exemple un service enfance? Alors, en droit, rien ne l'interdit. Donc, on peut avoir une association qui porte un projet dont le siège social n'est pas sur le territoire. Il n'y a pas de problème là-dessus. En droit, rien ne l'interdit. On revient toujours à la question initiale, quelles sont les postures? C'est-à-dire, si on a un territoire qui a généré essentiellement sa relation dans un mode qui est celui de la mise en concurrence, ça va être difficile de générer un autre registre, surtout sur le même objet, sur les mêmes objets. Si on est sur des objets différents, si les projets proposés sont très différents des objets déjà contractualisés, déjà en service public, déjà en, en marché ou en délégation, on peut avoir tout à fait une initiative associative qui passe dans un autre registre que celui de la mise en concurrence. Si le projet est proposé sur une partie du territoire où il n'y a pas de service public, où il n'y a pas déjà de délégataires, etc., qu'on a une initiative associative qui vient sur cette partie de territoire, ou sur un secteur d'activité où il n'y a pas de service public, où il n'y a pas de mise en concurrence, elle peut être accueillie sans problème. Il n'y a pas d'obstacle. Euh, Plusieurs modes de relation, comme je le disais tout à l'heure, contractuels, peuvent se côtoyer sur un territoire. La question, c'est le sens qu'on y donne.
c'est la réalité de la posture qui va être regardée et qui doit être prise en compte. Alors, pas de nouvelles questions pour l'instant. Donc, un retour sur, en effet, les chartes d'engagement qui n'est pas obligatoirement mis en place dans les collectivités. Une nouvelle question qui vient d'apparaître. Existe-t-il des formes de coopération associative sur un même territoire pour organiser cette relation partenariale? Alors oui, ça existe. On a sur certaines collectivités, ça s'est souvent organisé autour des maisons des associations et de services associatifs qui se sont mis en place au niveau de la collectivité. On a souvent donc des formes là qui permettent de la coopération entre les associations parce qu'elles se rencontrent, elles se forment ensemble, on forme les bénévoles sur la formation continue des bénévoles, on accueille les élus sur des petits déjeuners associatifs. Ça existe, hein. On a des illustrations de ce type-là sur un certain nombre de territoires. Je vais rendre hommage à Michel Montagne qui a animé un de ses derniers chantiers a été la mise en œuvre d'un projet coopératif associatif sur une commune périphérique de Toulouse dans cette logique-là. Mais dans le Comminges ou dans d'autres départements, mais sans doute sur l'Ariège, on doit avoir des lieux où les associations se rencontrent et peuvent, avec les collectivités, générer de la discussion, de la rencontre et de l'échange. On le fait symboliquement partout, à peu près partout, sur les territoires, au moins une fois par an, à travers ce qu'on appelle les forums des associations. On a les forums des associations qui sont organisés pas seulement pour mettre en valeur les pratiques et faciliter les adhésions, mais on a aussi des forums des associations où on a du débat. Il y a quelques forums dans la région où sur la matinée du samedi, on va être en débat entre les associations et les élus sur un sujet. Et c'est assez intéressant, je trouve, comme forme de forum. Et l'après-midi, les stands sont ouverts, il y a des pratiques, les gamins s'inscrivent, etc. Donc, on mange ensemble entre élus et associations à midi. Bon, voilà, on peut trouver des formes qui articulent cette vie de la mairie, de la municipalité et cette vie associative. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de lieux où régulièrement on se rencontre. Donc là, peut-être qu'il y a aussi des outils, des instruments, des démarches qu'il faut activer sur les territoires. On a les CRIB, les centres de ressources pour les bénévoles, qui sont soutenus par les services de l'État notamment, qui génèrent des formations des bénévoles. Euh, on a des outils. On pourrait imaginer que sur une collectivité, régulièrement, on a des espaces communs de formation continue, de réflexion, d'échange, de créativité entre associations et collectivités. Mais qui anime ça? Qui anime ça? Aujourd'hui, on a un problème de personnes et de professions pour animer cette relation. Donc, je pense qu'il est temps de s'y mettre. On a sur certains territoires, dans le domaine sportif, euh, des organisations autour des OMS où on a de la vie associative qui a été managée et organisée. On l'a pas, par exemple, on n'a pas l'équivalent dans le domaine socio-éducatif et socioculturel. Et puis, faut-il compartimenter sport, culture et vie associative? On a des associations sportives qui parfois ont plus de démocratie interne que certaines associations liées à l'enfance. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les associations, il faut les regrouper dans des dynamiques de débat et de formation et d'échange et de créativité avec les élus, avec les services. Plus on se connaîtra, plus on trouvera les chemins adaptés.
Alors justement, pour faire écho à ce que tu disais justement sur le côté sportif, Nathanaël, qui justement faisait remarquer, enfin, te demander ton avis sur justement les offices municipaux des sports, les hommes CEP, qui semblent être des lieux de coopération associative. Donc en effet, je pense que c'est ce dont tu faisais. Voilà, c'était voilà, la même idée en même temps. Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a encore quelques questions, remarques à partager de manière collective pour profiter de ces quelques minutes restantes? Laurent, est-ce que des éléments qui peuvent te paraître utiles de dernière minute? Voilà. Alors, oui, j'en ai une un peu pour provoquer, hein. Mes amis de l'éducation populaire, j'en viens, hein, je revendique cette appartenance et ce parcours dans l'éducation populaire, et j'y suis toujours, hein, dans ma façon, moi, de vivre mes engagements. Euh, Dans le domaine de la petite enfance, c'est trop tard, parce que la mise en concurrence a généré des acteurs économiques lucratifs. On a aujourd'hui des sociétés de crèches qui vendent des crèches avec un objectif lucratif. Ce n'est pas des associations, c'est un objectif lucratif. Dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse, pour l'instant, on n'a pas d'acteur lucratif. Donc, si c'est une utopie, mais il faut qu'on vive avec les utopies de temps en temps. Si les grandes fédérations arrivaient à s'entendre sur certains territoires, on a essayé de le générer, on est en train d'essayer de le générer sur le 65, hein, c'est pas qu'une utopie. Hein. Si les grands mouvements, les grandes fédérations s'entendaient pour dire nous arrêtons de vendre, nous arrêtons d'être des délégataires ou des vendeurs de prestations, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de mise en concurrence. Ça ne marche plus. Les marchés sont caducs, les mises en concurrence deviennent caduques, puisqu'il n'y a pas de réponse. Et ça, c'est possible. Sur certains territoires, ça devrait l'être en Ariège, ça devrait l'être dans la région Midi-Pyrénées. Mais là, il y a d'autres enjeux qui se jouent. On a des problématiques parce que on est aussi, on a ouvert la boîte de Pandore. Et on peut toujours continuer à dialoguer, se dire que c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Alors, y a-t-il encore quelques remarques? Sinon, ah, je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Euh, je vais mettre les documents qu'on a, que Laurent a évoqués, donc je vais vous les mettre en partage. Donc, vous pouvez, donc, sur votre écran en bas à gauche, vous avez accès donc, à ces différents documents. Et normalement, là, j'innove, vous avez un tableau blanc partagé. Vous devez pouvoir prendre la main. Si vous n'y arrivez pas, vous me le dites, et mettre un petit mot sur le tableau blanc. Hein. Vous avez normalement sur le côté gauche la possibilité voilà, de réagir également sur le bilan de ce webinaire. Alors, une remarque, justement par rapport à ce qui a été dit, on a mis le doigt dans l'engrenage, ça va être difficile d'en sortir. C'est vrai que ça peut être voilà, un ressenti par rapport justement à la situation actuelle et à ce qui est déjà engagé. Voilà, peut-être une difficulté à se dire voilà, comment on peut faire changer les. Juste une petite réaction à ce que Cathy disait, cette question de l'engrenage, oui, mais parfois il faut. Ça fait mal, hein, les doigts dans les engrenages. Hein. Voilà. Donc on n'est pas obligé de continuer à se faire broyer les doigts, la main, le bras. Peut-être aussi penser l'avenir autrement. Ça sera compliqué. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais aujourd'hui on a besoin. Alors, une petite remarque de la part d'Olivier qui a des soucis avec le bloc conversation et qui
par rapport notamment aux fédérations d'éducation populaire, faisait une remarque en disant qu'il était d'accord que les fédérations d'éducation populaire aussi ont tendance peut-être des fois à entretenir finalement cette mise en concurrence. Donc il y a aussi une ambiguïté, enfin voilà, il y a l'engrenage et les différentes situations. Une nouvelle remarque aussi, il faut former les élus et les DGS aux différents cadres contractuels. Donc là, ça conforte le fait que ne laissons pas les services juridiques imposer finalement une façon de travailler, mais bien reprendre le dialogue et que tous les acteurs, ce qui est essentiel aussi, c'est que tous les acteurs soient bien sûr informés et sensibilisés aux différents cadres contractuels et à l'objectif, enfin, voilà, reposer le cadre par rapport au territoire et à ce qu'on veut sur le territoire. Alors, y a-t-il encore des... Alors, Oui, enfin, non, je pense qu'on a fait un peu le tour là. Oui, il faut se former. Ça pose peut-être la question aussi qu'on a évoqué un peu à demi-mot hein, à travers les espaces de type maison, des associations ou des habitants, etc. Euh, la formation permanente, hein, territorialisée sur les territoires, entre les acteurs, c'est peut-être aussi une forme de réponse. Parce que la formation en tant qu'acte individuel, c'est sympa, c'est un droit. Mais, euh, euh, mais peut-être qu'il faut se remettre à faire du collectif hein, sur les territoires. Moi, j'incite beaucoup, là où on peut le faire, à faire, et le CNFPT est un partenaire important là-dedans, à faire de l'intra sur les territoires, des formations territorialisées, où ben, on se retrouve à plusieurs, où on peut ne pas forcément opposer de l'associatif et du public, et d'essayer de se rencontrer, les élus, les DGS y compris. Hein, voilà. Alors, après, aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite hein, et où on ne prend peut-être pas le temps de se poser, mais peut-être qu'il faut qu'on arrive à s'imposer des pauses dans la vie des territoires pour se re-questionner sur des sujets et se former et s'informer et s'expliquer. Là, on est un petit peu débordé, quoi. Hein. On est en permanence dans une culture de l'urgence, dans une culture du développement ou de la restructuration permanente. De temps en temps, il faut se poser, hein, sinon on perd complètement le fil. Voilà, moi je, alors ça tombe bien puisque de toute façon il est l'heure de mettre une fin à ce webinaire puisque voilà 11h30 est passé donc on va clôturer le webinaire. Euh, N'hésitez pas donc à nous faire des retours. Vous savez que les webinaires sont une nouvelle forme de formation et d'échange sur un format court. Voilà, savoir si ça vous a été utile, pertinent, si on continue à en faire. Donc ça, moi, ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour et comment vous avez vécu ce webinaire. Donc, vous avez encore le bloc conversation sur le chat. Vous avez le tableau blanc si vous souhaitez mettre un petit mot sur le tableau blanc et prendre la main. Voilà, en tout cas, merci à vous tous voilà, d'avoir été présents pour ce webinaire et à très bientôt.